Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 7 février 2022 avec une map verte, que ça fait du bien au moral. C'est clair, voilà, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu un Bitcoin qui est remonté à plus de 42 000 dollars, c'est quand même quelque chose à souligner. Ça fait plaisir. Est-ce que pour autant c'est gagné, on se tape dans la main, on est parti en direction du bull run? Est-ce que voilà, l'ATH va exploser d'ici quelques semaines? Loin de là, on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à franchir, beaucoup de support et de résistance à devoir travailler. Mais voilà, c'est quand même à souligner, du vert, ça fait du bien. On le sent, hein, voilà, globalement sur Twitter, sur YouTube, c'est quand même beaucoup moins morose, que ces dernières semaines. Votre portefeuille, saigne probablement moins. Le mien est même carrément reparti en positif, donc ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, il faut rester prudent. On a encore une fois, beaucoup de choses à confirmer. Je vous propose justement de basculer un peu sur le Bitcoin, de regarder ensemble un peu ce qui s'est passé finalement vendredi en fin d'après-midi et ce week-end. Et on se rend compte que ça y est, cette trendline orange a été explosée. Vraiment explosée. On est passé de suite à la hausse et on est de suite parti en fait finalement travailler cette trendline rouge que je vous avais tracée pareil depuis un bon moment. Je vais vous la présenter en weekly. Vous voyez, c'est une trendline en fait qui a servi tout d'abord de support sur le crash Covid de mars 2020. Elle date pas d'hier, elle a servi temporairement voilà, de résistance à cet endroit-là, elle a resservi de support à ce moment-là, elle a servi de support parfait sur ce crash-là, et en fait, vous voyez, elle avait également servi de support sur ce crash-là. Je vous cache pas qu'à l'époque, hein, sur cette semaine du 10 janvier, je pensais que nous avions atteint le point bas, parce qu'on avait vraiment touché, au millimètre près, hein, je vais revenir un peu dans le passé, cette trendline, c'était, voilà, vous voyez, très, très, très propre. C'était somptueux. Donc je pensais vraiment qu'on avait touché le point bas à l'époque. Bon, ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est en train de nouveau de travailler ces trendlines. Et donc, il faut surveiller un peu pour voir, concrètement, est-ce qu'on va maintenir ce départ haussier ou est-ce qu'on va redescendre vers le sud? Alors, aujourd'hui, il faut rester très prudent. Je vois beaucoup de gens qui sont très enthousiastes, d'autres qui sont clairement en train d'annoncer pas du tout, c'est un faux départ, etc. Je suis sûr que ça va baisser, je suis sûr que ça va continuer de monter. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a aucun indicateur qui peut vous dire aujourd'hui, à 100%, d'une manière totalement certaine et fiable, le cours du Bitcoin va aller dans telle ou telle direction. C'est impossible. Personne ne peut prévoir l'avenir. La seule chose que l'on peut faire, au travers de l'analyse technique, entre autres, c'est d'utiliser des indicateurs pour nous conforter vers une direction éventuelle en augmentant finalement en fait les probabilités d'un scénario. Mais jamais, au grand jamais, on atteindra 100% sur un scénario. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez toujours rester très prudent et toujours envisager finalement trois scénarios. Il y a toujours systématiquement trois scénarios possibles. Le Bitcoin peut monter, le Bitcoin peut descendre, ou le Bitcoin ne peut strictement rien faire. Donc l'objectif en fait de l'analyse technique, ça va être d'estimer quel est le scénario le plus probable, encore une fois en gardant bien en tête qu'il est très très loin d'être fiable à 100%, donc vous devez toujours bien aussi envisager ce que vous allez devoir faire dans le cas des autres scénarios. L'analyse technique également va vous aider en fait à vous apporter potentiellement des targets. On va regarder ça juste après, hein. Mais ça peut vous indiquer par exemple, ok, je viens de passer tel support, c'est très probable que je risque d'atteindre par exemple tel prix. Ok, ça vous permet en fait d'estimer des targets potentiels sur le mouvement s'il continue de monter ou si au contraire il va à la baisse. Ok, et grâce à ces zones de prix estimées, en fait vous derrière vous allez pouvoir éventuellement prendre des actions, prendre des décisions. Par exemple, imaginons que le cours du Bitcoin baisse. Grâce à votre analyse technique, vous estimez qu'il peut atteindre, par exemple, je n'en sais rien, 30 000 dollars. Eh bien, vous, derrière, dans le cas d'un scénario qui baisse à 30 000 dollars, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous rachetez, au contraire, pour accumuler? Si le Bitcoin monte et qu'il monte, par exemple, à 47 000 dollars, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez de suite des profits? Est-ce que vous avez peur d'avoir loupé le train et qu'au contraire, vous accumulez du Bitcoin à la dernière minute? Voilà, c'est toutes ces réflexions que vous devez avoir à chaque fois pour les trois scénarios. Donc, ne croyez pas sur parole quelqu'un qui vous dit le Bitcoin est en train de monter, le Bitcoin est en train de descendre. C'est simplement un menteur. Personne ne peut vous garantir à 100% aujourd'hui, ni même demain,
dans quelle direction va aller le Bitcoin. C'est impossible. Et ce qui est très important aussi de bien comprendre, c'est que globalement, on va dire qu'aujourd'hui, 50% des gens vont dire le Bitcoin va continuer de monter et 50% des gens vont dire c'est un faux départ, c'est pour commencer à activer un petit peu de manière émotionnelle les gens et le Bitcoin va rechuter dans quelques jours. Et finalement, ça signifie également que vous allez entendre, suite à ce qu'il va se passer, suite au mouvement que le marché va réaliser, vous allez entendre 50% des gens vous dire ah, je vous l'avais dit, j'avais raison. Oui, mais bon, t'avais une chance sur deux et puis t'aurais pu te tromper. Et voilà, donc ça ne sert à rien de, comment dire, de porter vraiment de l'attention à ces gens-là. Et moi, ce que je vous conseille vraiment fortement, si vous voulez être stable sur le marché et augmenter vos chances de succès, eh bien, c'est d'envisager les trois scénarios que je vous ai cités et de réfléchir à ce que vous allez faire en fonction de ces trois scénarios. Ok. Alors, regardons un peu ce qui pourrait se passer autour du Bitcoin, justement, eh bien, qu'a fait cette montée? Est-ce que nous sommes sur une zone particulière, etc. On va reprendre, vous vous rappelez, notre retracement de Fibonacci qu'on avait déjà utilisé vendredi, et on va se rendre compte d'une chose assez sympa. Eh bien, regardez, je vais l'inverser pour que ce soit plus clair. Hop, on va partir du haut vers le bas plutôt. Hop, nous allons à notre point bas. Et vous voyez eh bien, que tout de suite maintenant, hein, donc à 15 heures, juste avant l'ouverture de Wall Street, hein, Wall Street nous donnera peut-être une direction, nous voyons eh bien, que nous sommes pile sur notre premier arrêt par rapport à cette tendance que je viens d'encadrer entre guillemets via le retracement de Fibonacci. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le premier arrêt, cela signifie que si on arrive à le casser à la hausse, eh bien, on va tout simplement aller tester notre point d'arrêt suivant, d'accord, que l'on va voir juste après. Au contraire, si on ne le casse pas, le plus probable, eh bien, c'est d'aller retester un support plus au sud, qui peut être notamment, par exemple, eh bien, notre trendline orange, voire carrément, éventuellement, de faire un nouveau plus bas. Donc, il faut bien garder ça en tête. Et aujourd'hui, on est tout de suite maintenant sur une première résistance importante. Je vous l'avais cité un vendredi, hein, on avait fait exactement cet exercice-là. Je vous avais dit qu'à partir de 42 950 $, on risquait d'avoir une zone de résistance importante et on voit, on est actuellement en train de la travailler. Si jamais on la casse à la hausse, pardon, eh bien finalement, quelle va être notre résistance suivante? Eh bien, c'est celle de tout notre mouvement baissier, hein, qui a commencé donc en novembre et qui serait donc eh bien, autour des 47 000 $. OK? Donc, ce qui est important de noter, c'est que si jamais on casse ce premier point d'arrêt, d'accord, ce que nous sommes en train de travailler, le plus probable, ça va être de tester celui-ci. Donc, en gros, tout de suite maintenant, si vous êtes un trader court terme, si vous voyez un départ, parce que nous réussissons à casser notre point d'arrêt, la zone de prix que vous pouvez estimer suivante, entre guillemets, sera très probablement aux alentours des 46 800 $. Donc, autour des 46 800 $, le cours risque de se reverser, de se retourner, pardon. On risque éventuellement eh bien, de ne pas réussir à le casser, du moins peut-être pas du premier coup, éventuellement de retourner tester un support plus au sud, ou bien éventuellement carrément sur du très long terme, d'aller retester, on le verra tout à l'heure, des zones d'achat long terme. Donc voilà, ce support va être très critique, enfin cette résistance dans un premier temps, pardon, va être extrêmement critique, hein, le 46 800 $, et il faudra être très attentif. Si en revanche, on arrive à le casser, et que cette résistance devient donc un support, c'est une très bonne chose, car là, cela signifie que par rapport à notre mouvement baissier, nous n'avons plus de premier arrêt. Nous aurons cassé tous les premiers arrêts de cette énorme tendance baissière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que concrètement, le plus probable, eh bien, ça va être d'aller visiter notre zone de short que nous avons en vue ensemble vendredi. Regardons un peu le Bitcoin d'un point de vue long terme, hein, pour que ce soit un peu plus parlant. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Encore un peu. Allez, soyons fous. On va passer en weekly en fait, tout simplement. Ce sera plus simple. On va rezoomer du coup pour le coup. Désolé. Ok. Je vais me mettre en plein écran. Et voilà. Donc, ce qui est très probable, eh bien, c'est que si nous réussissons encore une fois à casser le premier arrêt pardon, que nous sommes en train d'aller travailler,
eh bien, nous risquons d'aller tout simplement aller chercher le suivant qui était autour des 46 800, le premier arrêt de l'ensemble de cette tendance baissière, d'accord? Et si jamais nous le cassons à la hausse, que nous le validons en tant que support, la zone suivante, eh bien, sera notre zone de short. D'accord? Zone, je vous le rappelle, je vous l'ai expliqué vendredi et je vous invite vivement à aller regarder la vidéo de vendredi si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Mais ça va être une zone extrêmement chahutée puisque l'on va avoir énormément de vendeurs qui auront acheté ici, qui vont prendre des profits à ce moment-là. Et donc là, on va avoir des baleines qui vont combattre et soit clairement, eh bien, notre Bitcoin pourra vraiment repartir à la baisse et carrément éventuellement aller chercher notre zone d'achat long terme, voire notre excellente zone d'achat long terme, ou au contraire, nous faire des belles structures dans cette zone de short. Les acheteurs concrètement remportent la bataille et nous pousser le Bitcoin à la hausse en nous formant finalement un magnifique W monthly. Donc voilà, il va falloir vraiment être attentif. On va avancer étape par étape. Est-ce que d'abord, aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent du moins, nous arrivons à céder et à casser le premier arrêt que nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire par rapport à ce mouvement-là, d'accord? Si c'est le cas, on travaille le point d'arrêt suivant. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va déjà redescendre dans un premier temps, très probablement retester notre trendline orange et vérifier ensuite eh bien, s'il tient pour éventuellement eh bien, remonter à la hausse, enfin repartir à la hausse pour retester ce premier arrêt et voir si nous arrivons cette fois-ci à le casser. Globalement, au niveau des altcoins, eh bien, tout est corrélé aujourd'hui au Bitcoin. Tout est en train de suivre le Bitcoin. Le Bitcoin est clairement voilà, le meneur, c'est celui qui lead la danse, c'est celui qui mène la danse. Et il n'a pas énormément d'intérêt à repasser sur les altcoins parce que si finalement, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, on n'arrive pas à casser ce premier arrêt et que le Bitcoin repart à la baisse, eh bien, vous avez bien compris, il va entraîner avec lui tous les autres altcoins. Les autres altcoins auront pu former des très beaux W, des belles formes chartistes, tout ce que vous voulez. Si le Bitcoin chute, il entraînera les autres avec lui. Donc il y a très peu d'intérêt pour le moment à observer ce qui se passe du côté des alts. Surveillez vraiment attentivement le Bitcoin, même si vous n'en avez pas. C'est clairement lui actuellement voilà, qui est le meneur de la tendance. Et c'est grâce à lui que l'on va savoir si ce bull run est reparti aujourd'hui, enfin plutôt dès ce vendredi, ou bien si finalement c'est un faux départ et que le bull run repartira très probablement plus tard. Alors, une autre chose aussi que je tenais à discuter avec vous, qui est très importante, c'est que dans le but de jouer avec nos émotions, le marché, la grande majorité du temps, va toujours faire l'opposé de ce que pense la majorité des gens. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous avais dit la semaine dernière, je sens qu'il y a de plus en plus de gens pessimistes, de plus en plus de gens qui sont en train d'attendre le Bitcoin chuter aux alentours des 29 000, 30 000 dollars. Et ce que moi je vous disais, c'est que selon moi, j'estimais la semaine dernière que la peur n'était pas encore assez importante et j'estimais du coup que nous allions très probablement aller retester cette zone pour vraiment mettre une frayeur importante à la grosse majorité du marché. Vendredi après-midi, suite au tournage de ma vidéo, quelques heures après, bon, eh bien, le marché nous a prouvé le contraire en faisant un énorme pump. Donc, il est très probable que le marché a estimé, du moins vendredi après-midi, que finalement les gens avaient suffisamment peur. D'accord? Sur le moment en tout cas, à l'heure de vendredi, les gens avaient peur. Donc, ce que cela signifie, c'est que très probablement énormément de shorts étaient positionnés et c'est très probable que les baleines ont donc été allées chercher des poches de liquidité pour tout simplement et bien, éventuellement prendre quelques profits. Cela étant fait, ce qui est très important de surveiller maintenant, c'est qu'est-ce que pense aujourd'hui la majorité des gens? Est-ce que la majorité des gens estiment que le bull run est reparti? Ou est-ce que la majorité des gens estiment que c'est un faux départ? C'est pas extrêmement simple à analyser, c'est énormément du ressenti, que ce soit en regardant un peu autour de vous, en discutant avec les gens qui font de la crypto autour de vous, en allant regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe sur YouTube, etc. Mais il y a également quelque chose de très intéressant au travers d'un graphique de Kingfisher, et on va en discuter un peu plus profondément, si vous le voulez, dans la petite minute. Restez un instant et écoutez-moi. Donc, il va vraiment falloir surveiller un peu ce que ressent le marché actuellement, car concrètement, si l'ensemble du marché pense que le bull run est reparti,
eh bien, il est très probable que les baleines aillent faire une dernière petite correction pour liquider tous les énormes longues qui auront été posées, accumuler encore entre guillemets une dernière fois du Bitcoin de manière massive pour en effet cette fois-ci nous lancer vers un bull run. Et si au contraire les gens sont dans le déni et pensent tous que c'est un faux départ, eh bien il est très probable que nous voyons finalement ce que l'on appelle un disbelief, pardon, et que le cours du Bitcoin continue de monter tout doucement, progressivement, jusqu'à que les gens se rendent compte que non, finalement le bull run est bien parti. Donc c'est pas très simple et cela demande comment dire de l'attention, de la surveillance et évidemment eh bien, de l'analyse, notamment du marché futur et des positions longues et short qui ont été mises en place, qui peut clairement vous indiquer si les gens sont plutôt bullish ou plutôt bearish. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, de rester dans cette fameuse minute, enfin quelques minutes plutôt, restez un instant et écoutez-moi. Et ce que je vous propose de discuter ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est justement comment peut-on analyser les leviers qui ont été ouverts en position short, en position longue, et quels sont finalement l'emplacement, enfin où sont finalement placées les énormes poches de liquidité que les baleines pourraient éventuellement aller chercher dans le but, eh bien, soit de prendre massivement du profit, soit dans le but d'accumuler massivement du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une poche de liquidité? Finalement, pour bien comprendre ce que c'est qu'une poche de liquidité, il faut tout d'abord comprendre ce que c'est que le trading en levier. Le trading en levier, c'est un service qui est fourni par la grosse majorité des exchanges, que ce soit Binance, FTX, etc. Dans mon exemple, on va citer Binance, mais globalement, comprenez bien que c'est quelque chose que vous pourrez très probablement retrouver sur votre exchange si vous n'utilisez pas Binance, ou du moins en tout cas sur les plus gros exchanges. L'idée du trading en levier, eh bien, c'est que si vous souhaitez, par exemple, investir 100 $, vous avez 100 $ dans votre poche. Mais vous aimeriez, vous, eh bien, entre guillemets, faire un crédit, un emprunt, dans le but, eh bien, de potentiellement, finalement, acheter pour plus que 100 $ pour maximiser vos gains. Eh bien, finalement, c'est ce que propose le trading en levier. L'idée du trading en levier, imaginons par exemple que vous êtes prêt donc du coup à investir 100 $. Vous allez choisir par exemple un levier x10. Eh bien, concrètement, au lieu d'acheter du Bitcoin, hein, par exemple, pour 100 $, vous allez acheter du Bitcoin pour 100 x 10, c'est-à-dire pour 1000 $. Ok, très bien. Comment cela fonctionne? D'une manière très simple, vous de votre poche, vous allez mettre 100 $ et l'exchange de sa poche va vous prêter 900 $. C'est merveilleux. Le principe du levier, c'est que vous allez parier soit à la hausse, soit à la baisse. Et si concrètement vous pariez à la hausse et que le cours du Bitcoin part à la hausse, eh bien lorsque vous allez décider de fermer votre position et de prendre des profits, vous n'allez pas prendre des profits sur une position de 100 $, c'est-à-dire la somme que vous avez investie, mais de 1000 $. Donc vous le comprenez bien, eh bien grâce à cela, vous avez tout simplement augmenté vos gains de quasiment 10, enfin vous avez fait globalement un x10. Parfait. Il existe d'autres formes de levier, hein. Vous pouvez faire du levier en x10, en x20, en x50, etc. Superbe, magnifique. Mais vous vous doutez bien que derrière, il y a une petite contrepartie. Sinon, ce serait beaucoup trop simple et évidemment, tout le monde ferait du levier. La contrepartie, en fait, elle se fait d'une manière très simple. C'est de quelle manière l'exchange peut se couvrir par rapport à ça. Je vous explique. Vous êtes en train d'acheter du Bitcoin à 43 000 $ et vous le pariez à la hausse. Et finalement, vous achetez pour 100 $ et votre exchange vous aide, entre guillemets, en vous prêtant 900 $ à acheter du Bitcoin, non pas pour 100 $, mais pour 1000 $. Ok. Donc, il vous prête, entre guillemets, d'une manière très simple, 900 $. Et vous pariez à la hausse. Parfait. Si jamais eh bien, votre pari se passe bien, bon, l'exchange il n'est pas trop inquiet, il n'aura pas de difficulté à récupérer les 900 $ qu'il vous a prêtés, puisque finalement vous allez revendre pour l'équivalent de 1000 $, vous allez leur rembourser les 900 $, et puis le reste des profits ils sont pour vous. Parfait. Mais si ça ne va pas dans le bon sens, si ça va à la baisse, vous vous êtes trompé, comment l'exchange, lui, peut récupérer ses gains? Eh bien, il a un moyen très simple, un calcul très simple, il va faire 100 divisé par le multiplicateur de levier que vous avez utilisé. Concrètement, vous faites 1 x 10, eh bien vous allez faire 100 divisé par 10. Vous êtes en levier x 20, eh bien le calcul sera 100 divisé par 20.
Vous êtes en levier 50, le calcul sera 100 divisé par 50. Ok, très bien. Vous obtenez donc un résultat. Mais à quoi correspond ce résultat? Le résultat correspond au pourcentage toléré par l'exchange avant de vous liquider, c'est-à-dire avant de fermer de force votre position, si l'actif va dans le sens contraire de votre pari. Je reformule cela au travers d'exemples pour que ce soit plus clair et plus simple. Vous êtes en levier x10, d'accord? Vous estimez que le Bitcoin va monter à la hausse. 100 divisé par 10, 10%. Eh bien, si le Bitcoin, par rapport à votre prix d'achat, baisse de 10%, l'exchange va fermer de force votre position, va vendre l'intégralité de la position. Donc, dans notre exemple, 100 x 10 va en gros fermer l'équivalent de 1000 $. Et pour évidemment rembourser ce que comment dire, récupérer l'intégralité de sa mise, parce que eux vous ont quand même prêté 900 $ avec du Bitcoin qu'ils ont acheté à 43 000 $, d'accord? En le vendant 10% moins cher, ils vont pas récupérer 900 $. Eh bien, ils vont prendre vos 100 $ que vous aviez investis pour pouvoir combler ce qu'ils ont finalement perdu et donc récupérer l'intégralité de leurs 900 $. Autrement dit, Binance va récupérer les 900 $ qu'ils vous ont prêtés, mais vous, les 100 $ que vous avez investis, vous les avez perdus. Définitivement perdus. Et oui, et c'est là que le trading en levier est risqué. Car si concrètement tout se passe bien, c'est merveilleux, vous allez multiplier vos gains, mais si en revanche ça ne se passe pas bien, que ça ne va pas dans le bon sens, eh bien vous comprenez l'idée, vous allez vous faire liquider et vous allez perdre l'intégralité de votre investissement. Contrairement à un achat en spot, où si par exemple le cours du Bitcoin baisse, eh bien vous allez faire ce que l'on appelle tout simplement hold, vous allez garder votre position, vous allez patienter des jours, des semaines, des mois, des années s'il le faut, et puis vous allez attendre sagement que le cours remonte pour pouvoir le vendre quand vous le souhaitez, et le vendre évidemment du coup à profit. Mais là, dans le cas des leviers, c'est l'exchange qui va fermer votre position et qui va donc vendre à perte, enfin pour vous en tout cas, pas pour lui, et donc vous allez perdre votre investissement. Donc vous perdez l'intégralité de ce que vous avez perdu. C'est ce que l'on appelle être liquidé. Les leviers, une autre chose importante, c'est que ça vous permet de parier à la hausse ou à la baisse. Donc c'est aussi un moyen, et c'est relativement intéressant dans certains scénarios, de gagner de l'argent malgré que le cours baisse. Ce qui n'est finalement pas possible avec de l'achat en spot, mais grâce au levier, si vous pariez à la baisse, c'est-à-dire qu'en gros vous ouvrez une position de type short, vous êtes capable quand même de gagner de l'argent malgré que le cours baisse. En revanche, si vous pariez à la baisse et que du coup le cours monte, de la même manière, si ça monte trop fort par rapport au multiplicateur en levier que vous avez pris, votre exchange va vous liquider, fermer votre position et donc vous allez perdre l'intégralité de votre investissement. Ok, vous avez compris du coup le trading en levier et vous avez compris du coup ce que c'est que la liquidation. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une poche de liquidité? C'est tout simplement le fait que plusieurs traders vont voir la même chose au même moment, vont ouvrir des positions au même moment avec des leviers avec les mêmes leviers et donc vont créer ce que l'on appelle, des poches de liquidité. Imaginons par exemple que beaucoup de traders achètent du Bitcoin en levier position longue à 43 000. Il y en a certains qui vont l'ouvrir en levier x10, d'autres en levier x20, d'autres en levier x50, etc. Et ça va créer différentes poches de zones de liquidité. Il va y avoir une zone de liquidité pour tous les leviers qui ont été ouverts en x10, donc ils vont être liquidés en gros si le Bitcoin chute de 10%, d'autres qui vont être liquidés si le Bitcoin chute à 20%, et d'autres qui seront liquidés si le Bitcoin chute par exemple à 5% parce qu'ils ont ouvert à 2%, pardon, parce qu'ils ont ouvert leur levier en x50. Oui, et oui, en x50, vous êtes liquidé simplement si le cours évolue dans le mauvais sens de 2%. Extrêmement risqué. Très bien, maintenant vous avez compris ce que c'est que les poches de liquidité. Parfait. Mais quel est l'intérêt finalement pour les baleines d'aller les chercher? C'est très simple. Imaginons qu'on ait une énorme poche de liquidité dans cette zone-là, autour des 28 000 $. Si le Bitcoin chutait autour des 28 000 $, finalement, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont souhaiter vendre leur Bitcoin à 28 000 $? Pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de gens qui vont se dire oula, là le prix du Bitcoin il est vraiment bas. Au contraire, moi je vais plutôt en racheter. Je vais surtout pas vendre à 28 000 $. Je vais être patient, je vais attendre 6 mois s'il le faut, mais je vendrai pas mon Bitcoin à perte. Je vais attendre.
Ok, donc les baleines qui, elles, veulent accumuler du Bitcoin à 28 000 $, elles vont avoir des difficultés parce que, ayant beaucoup d'argent, elles ont besoin en face d'elles de beaucoup de vendeurs pour pouvoir acheter autant de Bitcoin qu'elles le souhaiteraient. Elles ont besoin de beaucoup de vendeurs. Et le problème, c'est, comme je viens de vous l'expliquer, finalement, on n'aura pas beaucoup de vendeurs qui vont vouloir le vendre. Mais si des gens sont liquidés et que leur position est fermée de force, eh bien, quand la position elle est fermée, ça génère en fait un ordre de vente sur le marché. Et c'est là que c'est intéressant pour les baleines, parce que les gens qui sont liquidés n'ont pas d'autre choix que de vendre. Ils sont vendus, ils vendent leur position de force. Ils sont liquidés. Et donc, du coup, les baleines qui sont prêtes à acheter massivement du Bitcoin à 28 000 $, en allant chercher cette poche de liquidité et en allant forcer les gens du coup qui ont ouvert du levier en long à être liquidés dans la zone de 28 000 $, vont vendre leur position et les baleines vont pouvoir acheter massivement du Bitcoin à ce prix-là. Voilà pourquoi les baleines vont chercher des poches de liquidité. Elles vont chercher des poches de liquidité dans le but de pouvoir accumuler du Bitcoin à prix cassé parce que les gens se font liquider, ou au contraire d'aller chercher des poches de liquidité dans des zones de profit, c'est-à-dire imaginons par exemple que le Bitcoin monte à 47 000 $, des gens qui auront ouvert des positions en short, c'est-à-dire qui ont parié à la baisse, vont être liquidés, et là des baleines vont trouver en face d'elles finalement des acheteurs, parce que si vous êtes liquidé en short, c'est-à-dire que vous avez parié à la baisse, vous ouvrez non pas une position, enfin vous ne déclenchez pas pardon, un ordre de vente, mais dans ce cas bien précis, vous déclenchez un ordre d'achat. Un long, quand il est liquidé, il déclenche une position de vente. Un short, quand il est liquidé, il déclenche une position d'achat. Donc les baleines, elles vont trouver massivement tout plein d'acheteurs de Bitcoin à 47 000 $. Donc elles vont pouvoir éventuellement prendre des profits dès les 47 000 $. Voilà le principe des poches de liquidité et pourquoi les baleines font des va-et-vient et vont les chercher. Ok, très bien. Mais du coup, en quoi ça peut m'aider à savoir quel est le sentiment du marché? C'est très simple. Plus de gens parient à la hausse, c'est-à-dire parient que le cours du Bitcoin a monté, eh bien tout simplement, plus les gens sont bullish. Et donc, si le marché cherche à faire le contraire de ce que la majorité pense, eh bien il est très probable que les baleines aillent chercher les poches de liquidité au sud. Si en revanche, eh bien, beaucoup de gens sont bearish et parient à la baisse, les poches de liquidité short seront plus importantes que les poches de liquidité longues, et donc il est probable que les baleines fassent volontairement monter le cours du Bitcoin pour aller chercher des profits en liquidant un maximum de shorters. C'est ce que l'on appelle le short squeeze ou le long squeeze quand c'est dans le cas de la liquidation des longues. Ok, on a un petit site qui s'appelle The Kingfisher, qui nous permet justement eh bien, de représenter un peu ces positions de liquidation. En gros, de nous montrer ces poches de liquidité. Donc, ce screenshot là daté d'aujourd'hui, hein, à 10h20, donc voilà, ça a légèrement pu évoluer, mais ça date d'aujourd'hui en tout cas. Le cours du Bitcoin à 10h20 était donc autour de 42 436, et toutes ces zones-là que vous voyez, eh bien, ce sont des poches de liquidité. On a une première poche de liquidité autour des 42 000 $, on en a une très grosse ici autour des 39 000 $, on en a d'autres, voilà, autour des 36 000, 33 000, 30 000. Voilà, ces poches-là sont quand même un peu plus compliquées à aller chercher. Et on se rend compte qu'au niveau des shorts, on en a eu une qui est ici, donc approximativement, je dirais, autour des 43 000 $. Le sentiment quand on regarde ce graphique, eh bien, c'est quand même que globalement, les gens sont plutôt bullish que bearish maintenant, hein. La semaine dernière, c'était l'inverse, hein. Enfin, fin de semaine dernière. Donc là, quand moi je vois ça, eh bien, j'ai tendance à penser que la majorité des gens sont bullish. Autrement dit, si on suit le raisonnement que je vous explique depuis le début, il est probable que les baleines aillent volontairement chercher le cours du Bitcoin vers le bas, dans le but d'aller chercher, je dirais à minima cette poche de liquidité, voire celle-ci. On pourrait du coup voir le Bitcoin redescendre entre 38 000 et 39 000 $ dans le but d'aller chercher cette poche de liquidité, et donc dans le but, pour les baleines, de réaccumuler du Bitcoin dans cette zone de prix.
Voilà, on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, eh bien, à like la vidéo et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. J'essaie de réaliser des vidéos daily tous les jours en semaine, hein. Je me garde un petit peu de temps en week-end et de temps en temps, je sors des vidéos, on va dire, un peu plus didacticielles dans le but de vous apprendre quelques bases. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez apprécié la vidéo à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!